Allez. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ce soir pour ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vous propose de débuter sans plus tarder. Peut-être que d'autres participants se rejoindront à nous en cours de route, mais pour tenir les délais qui nous sont impartis, je vous propose de débuter dès à présent. Alors, petite information peut-être pour vous apporter quelques éléments de contexte. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de tables rondes organisées par l'ESSEC Metalab et OnePoint. Donc, nous organisons régulièrement des webinaires de ce type, traitant de l'intelligence artificielle sous différents aspects, son impact sur la société de manière générale. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà assisté aux éditions précédentes. Donc ce soir, nous nous intéressons à une question qui nous concerne tous, à savoir l'intelligence artificielle peut-elle mettre en danger la démocratie? Pour cela, je suis ravie d'accueillir donc Laurent Bibard, Jean-Paul Muller et Alain Simon, qui sont donc nos trois panélistes ce soir. Je vais laisser la parole à Alexandre et Laura qui vont modérer ce webinaire. Avant toute chose, donc, nous avons une petite heure d'échange entre les différents panélistes et modérateurs. Et vers 19 heures, donc, nous vous proposons de participer si vous avez des questions, donc soit à travers le chat, soit en levant la main. Surtout que si nous sommes en petit comité, ce sera encore plus facile de prendre la parole. Et vous serez libre de vous exprimer, de poser vos questions, de donner votre point de vue. Voilà, ce sera une petite séquence d'échange. Donc voilà, ravi de vous avoir ce soir. Et maintenant, je laisse la parole à Alexandre peut-être. Oui, bonjour, merci à tous de m'avoir invité tout d'abord et également de participer ce soir. Je propose que dans un premier temps, on puisse faire un petit tour de la table ronde ou de nos écrans, en tout cas, pour que Laurent, Jean-Paul et Alain puissent brièvement se présenter et nous dire dans quel domaine d'expertise ils vont pouvoir nous aider et aiguiller ces discussions. Si peut-être, Laurent, vous voulez bien débuter. Je veux bien et avec une... alors bonsoir mesdames et messieurs, avec une petite précision sur ce dont on va parler ce soir. Il ne s'agit pas d'expertise. Il s'agit de nos vies, de la possibilité de parler librement, comme on le fait ce soir, ou de son impossibilité. Et ça requiert qu'on ne soit pas expert, mais qu'on soit simplement homme ou femme, et comme on disait en d'autres temps, honnête homme, honnête femme, qu'on s'intéresse aux conditions de possibilité de la vie et d'une vie qui fasse sens. Donc, première proposition, un peu solennelle, mais je crois qu'elle est tout à fait importante. Et peut-être que les expertises favorisent la venue du manque de démocratie. Pour venir maintenant aux faits, moi je suis professeur à l'ESSEC depuis fort longtemps, avec deux cursus en philosophie et en économie. J'enseigne la philosophie politique, la gestion, toutes sortes de questions. Et j'ai dirigé la chaire de la complexité lorsqu'elle a été créée en 2014. Et elle a cessé ses fonctions en 2019. Voilà. Et je continue maintenant mes fonctions d'enseignement à l'ESSEC en formation initiale et permanente. Je m'en tiens là. Merci Laurent. Peut-être Jean-Paul, si vous voulez Oui, remonter. je suis pour autant l'expert tech du tour En de revanche, table. il en faut des expertises. En revanche, mon propos n'était pas de dire qu'il n'en fallait pas. Voilà. Donc moi j'ai voilà, donc ça fait un peu plus de, ouais, ça va faire une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je fais plus que de l'IA. Donc plutôt effectivement, je suis donc actuellement je suis le directeur technique IA du groupe OnePoint. Donc on va dire l'IA sur le terrain, où on voit d'ailleurs le gap qu'il peut y avoir entre ce qu'on déploie, la maturité de ce qu'on déploie dans la vraie vie, dans le monde professionnel, que ce soit dans le privé, dans le public, dans la santé, etc. Et puis tout ce qu'on voit et le monde dans lequel on vit dans nos services numériques. Il y a quand même un gros gap, c'est intéressant d'en parler. Donc voilà, moi je suis plutôt un expert plutôt technique. Et pour autant, on essaye d'être justement, d'insuffler un peu de raison dans l'usage et dans le raz-de-marée qu'il y a aujourd'hui sur l'IA générative notamment, pour que ça reste raisonnable justement. Le terme raisonnable veut dire beaucoup de choses, mais
on essaye de calmer le jeu malgré la tendance. Et pour autant, on pourrait se dire, bah, malgré notre objectif qui est avant tout de faire du business, alors on essaye d'être raisonnable par rapport à tout ça parce qu'il en faut de la raison. Il en faut vraiment, là. Voilà. Si Jean-Paul. Alain, si vous voulez bien vous présenter également. Écoutez, me présenter, comment faire, je ne suis spécialiste de rien, expert de pas davantage, mais curieux de tout. Et mon métier consiste à essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde en utilisant une grille de lecture qui fait appel à la géopolitique. Et je ne veux pas aller plus loin, j'essaierai de l'appliquer, cette grille de lecture, à la question qui nous est posée et pour laquelle je souscris complètement à ce que Laurent a dit en préambule. Il ne s'agit pas d'un thème de réflexion, il s'agit de notre avenir et de celui de nos enfants. Très bien. Je pense qu'on aura pas mal de choses à dire sur tout ça, et que chacun a un avis en plus qui lui est propre. Peut-être également, Guillaume, si vous souhaitez vous présenter rapidement, vous qui participez au MetaLab et donc à l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Guillaume Chevillon, moi aussi, je suis prof à l'ESSEC. Donc, moi, je vais juste écouter ici, mais voilà, donc c'est l'occasion. Le principe du MetaLab, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des instituts de l'ESSEC qui fait partie de la stratégie 35 maintenant. L'idée de travailler à la fois au sein de interne de l'ESSEC, mais aussi grâce à des conversations comme aujourd'hui, à la réflexion sur la transformation technologique. Donc, on est très heureux dans le cadre de ce programme et de ce partenariat avec OnePoint d'enchaîner ces séries de webinaires pilotées à chaque fois par Laurent Bibard. Une Super. parenthèse, pardon, Alexandre, très rapidement, je ne sais plus du tout, et c'est peut-être pas mal qu'on l'ait à l'esprit. Est-ce que nous enregistrons les échanges? Je ne sais plus ce qu'il en est, Déborah. Oui, tout à fait, c'est enregistré. Je proposerai le replay aux personnes qui n'ont pas pu y assister ou D'accord, pas c'est voir. peut-être bien qu'on le sache pour Donc on pouvoir a le intérêt à diffuser faire après. attention à ce qu'on va dire. Oui, voilà. Il y aura des traces. Ça pourrait se retourner contre nous si la démocratie n'est plus à l'ordre du jour. Je crains qu'il faille prendre au sérieux ce genre d'avertissement qui peut nous faire rire pour l'instant. Continuons. Merci à tous de vous être présentés. Ce que je peux vous proposer, c'est déjà de remettre en contexte ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, le sujet étant de quel est l'impact ou quel est le danger que l'IA peut représenter pour la démocratie. Ce que je vous propose pour commencer doucement mais sûrement, c'est peut-être de partir d'une définition assez simple, celle qu'on pourrait retrouver dans le Larousse, de qu'est-ce que la démocratie, et que vous puissiez y ajouter finalement votre compréhension de celle-ci ou des éléments supplémentaires à cette définition de la démocratie. Si je prends mon Larousse que j'ai toujours chez moi, je définirais la démocratie tel un système politique ou une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté émane du peuple. Est-ce que déjà, sur cette définition peut-être un peu simple, l'un d'entre vous souhaiterait pouvoir y ajouter du contexte et également peut-être étendre cette définition? Moi, je peux dire quelques mots comme on avait évoqué, mais c'est vraiment à vos dispositions. Oui, Laurent, allez-y. Alors, très simplement, d'abord, oui, c'est bien ça la démocratie. C'est à l'origine du mot. L'étymologie du mot, c'est le pouvoir du peuple. Démos, le peuple, kratein, le pouvoir, donc démocratie. Et ça veut dire la souveraineté émane du peuple. Je pense que ça mérite quelques commentaires. On avait évoqué en préparant quelques difficultés de la notion, et c'est pas mal peut-être de les approcher. Je vous propose trois noms importants qui sont des auteurs clés concernant la notion. Platon, je vais être très bref, hein, soyez tranquille, mais c'est bien d'avoir ces noms-là, ces références. Platon, Alexis de Tocqueville, Alexandre Kojève. Je précise l'enjeu. Platon, dans un livre extrêmement important qui est sans doute l'un des ouvrages de pensée politique les plus importants, non seulement dans la tradition qu'on pourrait qualifier d'occidentale, venant du monde grec ici en l'occurrence, mais mondial, un bouquin qui s'appelle La République. Platon montre quelque chose de tout à fait bouleversant. Il décrit la démocratie
et il montre que si on abandonne les peuples à eux-mêmes, tôt ou tard, ils vont provoquer l'avènement des tyrannies, et les pires des tyrannies. Et pourquoi? Parce que la défense de la liberté, c'est la notion clé au cœur de la démocratie, chez Platon en tout cas, c'est la notion de liberté. On a peut-être dépassé cette notion, vous verrez comment dans un instant avec Tocqueville, mais Platon en gros estime que la démocratie, c'est le règne de la liberté de chacune et chacun fait ce qu'il veut, il ou elle, comme il veut, comme elle veut, on est libre. Et donc on jouit d'une liberté totale sur le plan de la vie collective. Et progressivement, et Platon fait une description qui malheureusement est extraordinairement contemporaine de ce glissement, progressivement, ça amène le peuple, pour différentes raisons, à se vouloir un maître qui le rassure totalement sur le gouvernement des choses. Et ce maître va évidemment être le tyran. Autrement dit, Platon dit, le peuple livré à lui-même, dans la liberté, alors j'ajoute un point tout à fait important, non éduqué, dans la liberté estimée comme ou approchée comme étant le libre arbitre ou l'arbitraire. On fait ce qu'on veut. Eh bien, ceci conduit tôt ou tard au fait que le peuple va se tourner vers quelqu'un qui va être l'enfant du peuple, mais qui va en devenir le père ou la mère, tyran. Ça veut dire que le peuple va vouloir quelqu'un qui gouverne de manière, on va dire, forcenée, c'est-à-dire par la force. Et je crains que nous soyons dans un contexte qui se rapproche beaucoup de ce que Platon pressent. Or, lui ne parle que de petites cités, à peu près 10 000 personnes. On est peut-être à notre époque sur cette question à échelle mondiale. Ça, c'est l'approche classique de la démocratie, classique au sens de Platon. Et il est extrêmement réservé, du coup, sur le sens de la démocratie et sa possibilité. Maintenant, beaucoup plus tard, Alexis de Tocqueville, qu'est-ce qu'il dit? En gros, dans un bouquin qui s'appelle De la démocratie en Amérique, dont il dit que c'est la préfiguration du monde moderne, il dit les démocraties sont caractérisées par deux caractéristiques. Il n'y en a pas une seule désormais, il y en a deux. Il n'y a plus seulement la liberté, il y a aussi le désir d'égalité. Et Tocqueville renverse l'argument de Platon en direction d'un monde qui nous ressemble terriblement tout autant, c'est qu'il dit, dans la démocratie moderne, il y a un désir de liberté, certes, mais un désir d'égalité qui l'emporte sur le désir de liberté. À titre d'exemple, mon voisin acquiert une Porsche orange, j'ai envie d'une Porsche orange. Je ne supporte pas d'avoir une Renault 16 verte si mon voisin a une Porsche orange. Et donc, je veux une voiture prestigieuse comme lui ou comme elle. Et voilà, et je veux être l'égal de mes voisins. Et donc, Tocqueville dit, par égalité, par désir d'égalisation des conditions, les peuples vont progressivement favoriser, en ne se rendant pas compte, une pensée unique qui sera la pensée de la majorité. On va penser majoritairement. Je fais exprès de glisser sur un terme important concernant l'IA. On va penser statistiquement. On va vouloir ce que tout le monde veut. On va se glisser dans un algorithme de Google. Je suis provocateur exprès, bien sûr. Hein. Je ne crois pas à tout ce que je dis tel quel, mais il est bon d'aller au bout de certaines questions en étant un petit peu, en exagérant parfois un peu la formulation du propos. Mais Tocqueville anticipe de manière stupéfiante notre désir d'égalité et l'égalisation du regard sur le réel qui passe par le fait qu'on finit par penser comme tout le monde et que c'est comme ça que les machines élaborent les réponses qu'elles donnent aux questions qu'on leur pose au travers du traitement de données en quantité gigantesque. L'égalité l'emporte sur la liberté. La liberté est bottée en touche au profit de l'égalité. Maintenant, on sait que nous ne sommes pas dans une condition d'égalisation sociale et économique actuellement. Comment on peut comprendre ça? Troisième auteur, rappelez-vous, j'ai évoqué Platon, la liberté, Tocqueville, liberté et égalité, Kojève. Et Kojève, c'est quoi? Alors, c'est intéressant de souligner que Kojève est un philosophe extrêmement peu connu.
à tort, c'est sans doute un des plus grands penseurs de toute l'histoire de l'humanité, 20e siècle, il était russe, son nom d'origine c'est Kojevnikov, il a émigré en France, il était russe et a vécu au moment de la révolution soviétique, il était d'un monde un peu bourgeois, sa mère lui a conseillé de quitter la Russie devenant soviétique, et il s'est établi en France, il s'est naturalisé français, son nom français c'est Kojev. Et il adosse sa pensée à un point fondamental, le désir humain de reconnaissance. Et il explique l'histoire de l'humanité par un désir de reconnaissance. Le désir de reconnaissance peut aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire, je veux être reconnu par quelqu'un, je suis prêt à lutter à mort pour affirmer mon identité, mon existence. Je crains que Kojève ait trouvé un des ressorts fondamentaux de la vie humaine à notre époque. On est dans une situation chaotique où il y a quelque chose qui ressemble à de la lutte pour la reconnaissance qui irait jusqu'aux plus grands extrêmes, y compris évidemment, non pas seulement sur le plan individuel, hein, mais y compris sur le plan politique. Or, n'importe qui, dit Kojève, est habité de ce désir. Et donc, si on libère démocratiquement les cœurs, on peut arriver à une guerre civile mondialisée, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous. Le contrepoint à ces trois auteurs qui voient la démocratie avec beaucoup de réserves, c'est de dire ceci. Moi, je tiens à préciser, pour le coup, à titre personnel, je suis profondément démocrate. Mais dans quelles conditions? Dans les conditions où on donne à ce qu'on peut appeler le peuple, la population, n'importe qui, tous les moyens de juger, d'évaluer, de critiquer, de réfléchir aux conditions d'existence et aux conditions d'existence collective et d'un bien commun. Ça veut dire qu'on donne l'éducation. Et du coup, on pourrait dire, mais il faut de la démocratie, bien évidemment, à condition qu'on donne les moyens sociaux, culturels, économiques à tout le monde d'élever sa réflexion au niveau de la question de l'intérêt général. Et là, on n'est plus sur des auteurs comme Platon, Tocqueville ou Kojève qui défendait la démocratie, mais c'est une des nuances qu'il faut creuser autrement. Mais en tout cas, au travers de l'idée de la notion d'état de droit. Mais là, si on parle d'éducation, on peut renvoyer à des auteurs libéraux au plus beau sens du terme, Montesquieu, par excellence. Des auteurs qui ont compris que s'il y a une vie collective sensée, elle doit être adossée à une forme de démocratie, mais que la démocratie exige qu'on donne les moyens aux gens de la comprendre et d'en comprendre les enjeux. Je termine, pardon, j'étais un peu long, mais je m'arrête dans un instant. Je termine par un point. Comprendre les enjeux suppose au moins de les connaître, et une enquête toute récente, montre que la très grande majorité des gens entre 18 ans et 30 ans n'ont jamais entendu les mots de Shoah et d'Holocauste. Ça veut dire l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale. Comment peut-on imaginer que des gens qui n'ont pas entendu ça mesurent que la démocratie est un enjeu pour lequel il faut se battre de manière à ce qu'on reste libre et égaux les uns aux autres, mais sans tyrannie? C'est une véritable question. Derrière tout le propos que je viens d'évoquer, on sait très bien que les technologies qui passent par l'IA jouent un rôle capital en termes d'influence, etc. Voilà. Je m'excuse, j'étais un petit peu long, mais ça me semblait important. Ces quelques éléments. J'étais assez clair, j'espère? Oui, en tout cas pour ma part, c'était très complet, je pense. Un cours à la fois de philosophie, d'histoire et de complexité. Est-ce que ce soit Jean-Paul ou Alain, vous auriez peut-être quelque chose à ajouter sur cette définition, que ce soit sur peut-être un point de vue peut-être plus sur le point de vue privé, disons, comment fonctionnerait une entreprise en termes de démocratie, là où Jean-Paul pourrait nous aider sur quel est le point fort de la démocratie au sein d'une entreprise, est-ce que celle-ci existe vraiment? Peut-être que vous pourriez nous éclairer là-dessus, ou même Alain, si vous aviez une idée. Pas sur la question que vous venez de poser, mais sur le lien entre cette brillante introduction que vient de faire Laurent et la question autour de laquelle nous sommes supposés réfléchir.
Mais je ne veux pas non plus me substituer à Jean-Paul, hein, mais je peux prendre la parole. Allez-y, allez-y, allez-y. Cette définition de la démocratie argumentée, sophistiquée, témoigne aussi, dans la perspective historique qu'elle rappelle, la succession des penseurs qu'elle évoque, d'un très long combat pour la démocratie. Absolument. Or, notre réunion, le 4 février 2025, après JC, se situe dans un contexte un peu particulier par rapport à la démocratie. Laurent évoquait que plein de gens ignorent ce qu'était la Shoah. D'une manière plus générale, plein de gens ignorent les menaces que représente l'histoire pour la paix, la démocratie et plein d'autres choses encore. Concrètement, chaque année, disparaît une génération de gens qui avaient connu l'histoire et ses turpitudes, qui a perdu petit à petit la mémoire et qui est remplacée par une génération d'amnésiques qui ne cherchent pas à retrouver l'histoire. Et ce qui menace la démocratie en ce moment, c'est que plein de gens font irruption sur scène qui n'ont jamais connu la démocratie en crise, qui croient donc qu'elle est acquise, qui n'imaginent pas qu'elle puisse être fragile, qui ignorent tout des définitions que Laurent nous a rapportées. Et si je reviens au sujet sur lequel nous devons réfléchir, ce qui menace la démocratie, ce n'est pas seulement l'IA, c'est l'amnésie sur la fragilité de la démocratie. C'est la rencontre entre cette amnésie générale dont je suis témoin en ce moment, qui est un véritable grattoir, et l'allumette que constitue l'intelligence artificielle. En elle-même, l'intelligence artificielle n'est pas une menace, mais la rencontre entre ce nouvel outil et l'amnésie peut mettre le feu à la plaine. Pour dire les choses autrement, j'ai retrouvé dans des archives d'autres webinaires qui avaient été enregistrés comme le nôtre. L'un qui, au XVIe siècle, s'interrogeait sur est-ce que l'imprimerie va remettre en cause la démocratie. Un autre, plus ancien encore, à l'époque de Cro-Magnon, où de grotte à grotte, on s'interrogeait est-ce que le feu, le silex, peut remettre en cause la démocratie. Et on entendait des gens qui disaient, à une époque, « Ah ben oui, la démocratie peut être remise en question par l'imprimerie. Ça peut conduire à la publication de Mein Kampf. » D'autres disaient, « Oui, mais ça peut également conduire à l'édition des livres de René Char. » À l'époque des cavernes, certains disaient, indiscutablement, le feu peut mettre une ville plus tard, comme Los Angeles, en péril. D'autres disaient, oui, mais le feu peut aider à mettre la terre en situation de fertilité, faire de la culture sur brûlis. Les approches des nouveautés technologiques omettent que la réponse c'est oui et non. Et sur la question qui nous est posée, j'imagine que personne ne soupçonne un instant qu'on va répondre non. Non, non, la démocratie n'est pas menacée, évidemment. Mais la démocratie n'est pas que menacée. Elle peut aussi faire son miel de l'intelligence artificielle. Ce qui la menace, c'est si cet outil rencontre dans un contexte bien particulier qui est le nôtre, des gens qui ignorent la fragilité de la démocratie. Et en ce moment, nous en avons des témoignages. J'imagine que le pauvre Tocqueville, démocratie en Amérique, il se retourne dans sa tombe. Nous avons oublié ce que c'est que la démocratie, pas seulement dans les définitions que tu rappelais tout à l'heure, Laurent. On a oublié, par exemple, que la démocratie, ça ne consiste pas à accepter d'être élu démocratiquement. Il y a plein de non-démocrates qui acceptent d'être élus non démocratiquement et qui, pour y arriver, d'être élus démocratiquement, pardon, et qui, pour y arriver, sont prêts à utiliser l'intelligence artificielle. Non, la démocratie, ça consiste à accepter de quitter le pouvoir quand on est battu. C'est tout à fait différent. Or, de ce point de vue,
Indiscutablement, Donald Trump a été élu démocratiquement. Mais je le soupçonne d'être un non-démocrate, de menacer la démocratie, et notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que je ne lui fais pas confiance pour quitter le pouvoir de manière démocratique. Il a déjà contesté, menaçait de le faire une deuxième fois, des élections qu'il avait perdues. Attention, attention, rappelons que ça s'est déjà produit dans le passé, des non-démocrates qui arrivent au pouvoir de manière démocratique. Et puis même, je pense qu'il y a en France des gens dont on pourrait donner les noms et qui seraient prêts à se reconnaître dans cette aptitude, propension, désir d'arriver au pouvoir démocratiquement alors même qu'ils ne sont pas des démocrates. Et pour ce faire, ils vont utiliser tous les outils. Jadis, la propagande, le discours, aujourd'hui l'IA, mais c'est la rencontre de l'amnésie sur la fragilité de la démocratie et de l'intelligence artificielle qui constitue l'étincelle dangereuse. Très clair. Est-ce que Laura, tu aurais quelque chose, une question Oui, qui... bah, du coup, vous avez comparé l'IA, par exemple la propagande et d'autres choses en disant bah, c'est un outil qui est utilisé aujourd'hui comme ça l'a été avant. Et je voulais savoir si, pour vous, l'IA, comment est-ce que c'est un outil qui se différencie? C'est quoi les enjeux qui sont soulevés en fait par, par ce nouvel outil? Parce qu'on peut le comparer, mais on peut aussi dire que c'est très différent. Ça, comme vous le dites, hein, si c'est mal utilisé, il peut y avoir de grosses conséquences, surtout dans notre environnement. Je voulais savoir si vous pouviez un peu développer sur comment c'est différent et c'est quoi les enjeux, en tout cas aujourd'hui. Vous adressez à qui? Euh, à vous, mais sinon, si Ah quelqu'un bon, d'autre. très bien. Il me semble que nous commettons un contresens autour du mot d'intelligence et qui est très inspiré probablement du sens très différent que l'intelligence a en anglais, le mot, et en français. L'intelligence en anglais, c'est le traitement de l'information. Intelligence, service. Pour nous, c'est la capacité intellectuelle à réfléchir. Or, l'intelligence artificielle, c'est de la capacité à traiter de l'information. Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est la réflexion. Et c'est peut-être une deuxième allumette qui pourrait mettre le feu au grattoir dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous confondons le traitement de l'information et l'intelligence. Et que de ce fait, on est amené à sous-traiter à des outils qui ont emmagasiné un maximum d'informations, à sous-traiter, je dirais, à abdiquer de notre capacité de réflexion. J'observe que le recours à l'IA risque de se faire au détriment de l'intelligence naturelle. C'est qu'on ne va plus réfléchir, on va demander à l'IA ce qu'il faut faire avant une élection. C'est pas ça l'intelligence. Il faut se réapproprier ce que intelligence veut dire. Ça n'est pas répondre à une question, ça l'IA le fait sans arrêt. C'est réfléchir sur la question, remettre en cause la question. Et donc, s'il y a véritablement danger spécifique autour de cet outil supplémentaire que constitue l'IA, c'est qu'il va conduire plein de gens à une espèce de retour vers une pensée magique. Croire qu'il est possible de demander à un nouvel oracle, je ne parle pas de Larry Ellison, hein, je parle de l'oracle de Delphes, qu'est-ce qu'il faut penser en lieu et place de le faire soi-même. Ça, c'est un autre danger pour la démocratie. C'est une deuxième abdication hein, que je suis en train d'évoquer. Je souhaiterais rebondir un instant très brièvement. Je souscris totalement à ce que vient de dire Alain Simon. L'un des problèmes fondamentaux de l'IA, c'est l'anthropomorphisation des technologies. Quand on veut croire qu'elles réfléchissent,
Or, elles ne réfléchissent pas, elles calculent remarquablement, mais elles ne font que calculer. Et les questions de sens, les questions de valeur, les questions d'enjeu, savoir pourquoi il faut faire quoi, ça, ce sont des questions humaines spécifiquement qui exigent de la réflexion au sens fort, donc de l'intelligence au sens fort. Et il y a en effet un malentendu sur le mot intelligence qui a été favorisé malheureusement par les plus grands initiateurs de l'IA, dont Alan Turing, avec ce fameux test qui rêvait qu'on ne puisse plus différencier un comportement d'une machine et un comportement humain. Et là vient une question fondamentalement humaine. À quoi ça sert? Or, ça sert à alimenter éventuellement des situations où on favorise le retour d'une pensée magique et donc l'abdication de la liberté. Ce n'est pas ce que Turing voulait, mais c'est l'effet de ce qu'il a imaginé, entre autres, en utilisant le mot intelligence. Et sous la question, un dernier auteur a évoqué peut-être ce soir, Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire, et nous nous asservissons pour quelques raisons majeures, la paresse, l'habitude, le goût d'être proche du pouvoir. Et ces différentes raisons alimentent le fait qu'on peut devenir assez content que les machines fassent tout à notre place. Oui. Et ça, c'est un De vrai même que problème. nous avons sous-traité à ce genre d'appareil ce qui était du ressort de la mémoire, je crains que nous nous sous-traitions à l'IA ce qui est du ressort de la véritable intelligence. On ne pourra jamais, en tout cas, pardon, excusez-moi, je t'arrête. Mais la propension à le faire est grande. Petite question peut-être pour élargir aussi l'usage du voile, en J'ai l'impression qu'on rebondissant prive finalement. Jean-Paul de la parole. Hein. C'est un peu ennuyeux. Non, Bah, non, je viens à lui. il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de problème. Non, alors, je suis complètement aligné, évidemment, avec ce que vous dites. Alors, non, c'est pas forcément évident, mais je suis complètement aligné avec ce que vous dites, notamment sur la problématique de l'anglicisme qui, nous, en tant que, on va dire, francophones, nous a complètement dérivé et finalement emmené sur une contre-vérité. Ce n'est absolument pas de l'intelligence. On est très, très loin au niveau des intelligences artificielles d'avoir même des fondamentaux de l'intelligence. Et par contre, je reviens aussi sur l'outil. Ça reste effectivement un outil. Ce genre d'outil, même s'il n'existait pas, comme vous le présentiez, n'a pas empêché dans l'histoire d'avoir des situations qui sont, on va dire, similaires à celles que malheureusement on est peut-être en train de vivre. Il y a une sorte je retrouve plus mes mots, mais d'expansion, d'exponentielle vis-à-vis des capacités. Surtout lorsque l'outil devient immensément plus puissant que ce qu'on avait potentiellement avant, les côtés positifs, si on peut en trouver en termes d'usage, vont être formidables, probablement, et les côtés négatifs en termes d'usage malveillant, c'est-à-dire conscient en termes d'en avoir un. Alors, il y a deux types de mauvais usages. Les mauvais usages qui vont être induits par probablement la paresse. Moi, j'appelle ça le contentement. On est face avec nos usagers en entreprise, on est face, alors beaucoup moins loin que ces pensées philosophiques, beaucoup très pragmatiques et malheureusement, là, en ce moment, on est face à une problématique de contentement vis-à-vis de l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, je veux utiliser les IA principalement génératives. C'est en fait le sujet qui nous anime ce soir, c'est principalement les IA génératives, puisque les IA qu'on pourrait considérer de classiques, elles existent depuis très longtemps et on n'y a pas vu de danger par rapport à leur usage, même s'il peut y en avoir, mais elles sont beaucoup moins importantes que les IA génératives aujourd'hui. Et le phénomène de contentement, pour moi, ça c'est un sujet qui, est, même en entreprise, peut poser un problème, et dans le monde de l'éducation, surtout puisque dans les écoles, un peu partout aujourd'hui, il y a un taux d'utilisation qui est de plus en plus important
qui pose un problème sur justement le savoir-faire, sur qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce que l'on doit produire, quel est le niveau de ce qu'on doit produire. Et c'est ce sujet de contentement où on va recevoir quelque chose qui devrait n'être peut-être qu'un brouillon dans la plupart des cas d'usage, qui nous permettrait de démarrer des choses plus vite, mais pour autant qui n'est en aucun cas ne devrait rester la finalité de la production. Et on a tendance, par probablement fainéantise, alors je ne vais pas jusqu'au sujet du pouvoir, etc., parce que ce n'est pas le propos, on va dire, en entreprise ou dans des établissements publics, mais plutôt sur, quelque part, un peu la fainéantise de la rapidité de l'obtention de ce qu'on doit produire, et de se contenter, sans vouloir aller plus loin, sans vouloir, et même peut-être même comprendre et savoir absorber ce qui nous est proposé en tant que brouillon par ces nouvelles technologies, et bien livrer directement le résultat comme étant la finalité de la production. Alors, Jean-Paul, je me permets une remarque sous forme de question. Moi, je ne suis pas si sûr que ce soit simplement un contentement, on pourrait dire presque passif, mais il y a une présupposition tacite qu'on est en train d'intérioriser, c'est ça ne peut être de toute façon que mieux que ce que nous pourrions faire. Moi, j'ai plein d'étudiants, quel que soit leur âge, qui sont dans cette hypothèse. Ça veut dire qu'ils prêtent à l'IA des compétences et une qualité dont on se démunit. Et ça, c'est une catastrophe. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est une vraie catastrophe. Entre guillemets, aujourd'hui, alors ça ne concerne que mon petit périmètre, ne constate pas en entreprise ou dans la vie publique, dans les établissements publics, à ce point-là. C'est-à-dire finalement un niveau de se mettre en infériorité vis-à-vis de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut nous produire. Et justement, ce qu'on voit en termes d'usage, on va dire, dans le bon sens, alors le bon sens, il peut être aussi largement critiqué, mais en tout cas dans l'idée de pouvoir faire des choses plus vite, plus rapidement, de meilleure qualité, alors on peut se poser la question de pourquoi, et ça c'est fondamental, de se dire, mais pourquoi faire tout ça? Ça, je suis entièrement d'accord. Le fait est qu'on ne se la pose pas plus que ça dans le monde business, entre guillemets, si je veux le synthétiser comme ça, dans le monde des affaires. Mais pour autant, ça serait pas mal de se poser la question, mais pourquoi? Du pourquoi? Bref, en tout cas, on voit que ces outils-là sont immensément meilleurs dans les mains d'experts, c'est-à-dire des gens qui savent, qui sauraient parfaitement, évidemment, faire ce que l'IA va leur faire, d'ailleurs, qui sont en capacité de challenger, j'ai envie de dire, je vais prendre l'anglicisme, de remettre en cause le résultat qui est donné. Et en aucun cas, et moi je ne suis absolument pas partisan de ce courant qui dit qu'on va pouvoir rendre expert un non-sachant grâce à l'IA. Et moi je pense que c'est une énorme connerie, je le dis tel quel. et que pour moi, il y a un vrai sujet au niveau de l'éducation, de se dire que avec cette facilité, avec ces outils où effectivement la réaction est telle que vous la décrivez, comment on va continuer à pouvoir continuer à former les nouvelles générations avec des choses qui sont complexes, qui sont difficiles, qui demandent des efforts, etc., etc., et qui pour autant sont les bases de ce qu'ils doivent comprendre et savoir pour pouvoir demain être les experts qui vont utiliser à bon escient les outils qui leur sont mis à disposition. Et je prends toujours l'exemple de la calculatrice. C'est vrai que, bon, on est devenu feignant en termes de calcul. Pour autant, est-ce que si on est des calculatrices, on a arrêté d'apprendre les tables de multiplication aux enfants? Non, évidemment. Non, on n'a pas arrêté de faire des maths. Et Dieu merci, parce que sinon, en fait, on ne saurait plus rien faire du tout. Et pourtant, on a toutes les peines du monde. S'il fallait sortir un petit papier, allez, prenez un quart de feuille, on va faire une division avec des restes. On aurait peut-être un petit peu de difficulté à la faire parce qu'on a été habitué à utiliser de manière massive cet outil. On en est quelque part un petit peu dépendant. Il faut faire attention justement à ça. Et que demain, les capacités des technologies d'aujourd'hui n'envisagent pas l'annulation de ce qu'on doit apprendre en fondamentaux à nos générations futures. Ça, c'est certain.
Je ne suis pas gêné que l'on soit témoin d'une forme de paresse, parce qu'après tout, une partie des progrès dans l'histoire de l'humanité est le résultat de notre tendance à la paresse. On n'aurait jamais inventé la roue autrement. Ce qui me gêne dans le cas précis, c'est que nous sous-traitons ce qui est le véritable champ de l'intelligence au sens strict, c'est-à-dire non pas répondre à des questions, mais mettre en doute, interroger les questions elles-mêmes, en accréditant l'idée que stimulus-réponse, l'IA joue un mauvais tour. Il faut rappeler que le progrès scientifique, ce ne sont pas des gens qui ont trouvé des nouvelles réponses, ce sont des gens qui ont formulé de nouvelles questions. Et c'est peut-être ça qu'il faut mettre à l'ordre du jour dans les processus d'éducation. Ne pas laisser croire que ce qui est intelligent, c'est de trouver une réponse. Non, ce qui est intelligent, c'est de chercher une nouvelle question. Je me souviens, parce que ce que Jean-Paul évoque me rappelle le moment où j'intervenais en milieu étudiant et où il y avait cet exercice rituel du contrôle des connaissances, c'est-à-dire des réponses. Et où les étudiants me disaient est-ce qu'on pourra venir avec nos notes? Bien sûr que vous pourrez venir avec vos notes. Et on pourra utiliser nos tablettes, bien entendu. Ah bon? Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'en aurez pas véritablement besoin. Je ne vous demanderai pas de me restituer ce que vous savez déjà, ce que vous avez trouvé sur les tablettes, ou que votre prof était un bon prof. Je vais vous poser une question, mais je ne sais pas encore quelle elle sera. Je vous demanderai de me commenter les journaux du jour de l'examen. Et là, vous devrez faire preuve d'intelligence. Vous devrez me démontrer votre aptitude à traiter de l'information et pas simplement à chercher des réponses. Je crois que nous sommes dans l'obligation de réinvestir le champ propre de l'intelligence et de sous-traiter tout le reste. Évidemment, comme on sous-traite la mémoire. Il y a 30 ans, j'avais des dizaines de numéros de téléphone en mémoire, je ne connais même plus les miens. Ce n'est pas grave. Mais l'intelligence, y renoncer, ah ça c'est grave. Et d'ailleurs, c'est amusant de tenter excusez-moi, une dernière petite remarque, de tenter de confronter ChatGPT avec le défi de l'intelligence. Je me suis amusé à poser à ChatGPT la question ChatGPT, toi qui as réponse à tout, peux-tu me trouver une question à laquelle même ChatGPT n'aurait pas de réponse? C'est un peu le défi que lançait le diable à Dieu quand il lui demandait Dieu Tout-Puissant, peux-tu imaginer de concevoir une pierre que même Dieu ne pourrait pas soulever? C'est la même chose. Il faut relancer la réflexion sur les questions et ne pas se précipiter tête baissée dans la saoulerie des réponses, quand bien même seraient-elles intelligentes. Je craque quand même, Alain. Qu'est-ce qu'il t'a dit, TDVT? Oh, il s'en est habilement tiré. Okay. Il m'a dit, en gros, c'est une très bonne question et ce serait dommage de tenter de la gâcher par une réponse. C'était habile. C'est fort quand même. Non, c'est moi qui ai traduit comme ça, mais il a esquivé. Oui, ok. Bien sûr, bien sûr. Alors, pardon, je relançais Alexandre et Laura pour qu'ils ils reprennent la main, mais c'est passionnant. Moi, je veux bien rebondir sur cette partie, finalement, de peut-être faire un peu l'avocat du diable par rapport à ce que vous avez pu dire. C'est que vous me laissez penser, finalement, que l'accès, prenons ChatGPT, au LLM, au l'ensemble des modèles de langage directement. Finalement, est-ce que cet accès qui est généralisé à une intelligence artificielle, quand bien même ne nous aide pas à réfléchir par nous-mêmes, ne nous permet pas quand même d'acquérir un minimum de savoir dans de nombreux domaines? Peut-être pas un savoir assez poussé, mais à minima une connaissance nécessaire pour s'intéresser ensuite au domaine. Est-ce que c'est pas une manière, si on revient sur la notion de démocratie, qui est le fait
si on veut lui donner la souveraineté, il faut que celle-ci soit éduquée. Est-ce que passer à travers ces différentes intelligences artificielles ne nous permet pas d'avoir ce minimum nécessaire pour être éduqué, pour ensuite, bien sûr, faire preuve d'intelligence par soi-même et d'aller plus loin dans le sujet? Est-ce que Alexandre, je me permets de répondre rapidement parce que je crois que la question, on y a déjà répondu, et il me semble, c'est que nous ne sommes pas ici en train de diaboliser l'IA. C'est-à-dire, bien au contraire, c'est un outil remarquable. Mais l'enjeu, c'est que nous sachions l'utiliser. Et évidemment, l'IA peut apporter une quantité gigantesque de connaissances. Encore faut-il que nous ayons un regard critique qui nous permet de l'utiliser de manière ajustée. Et c'est ça qui est en jeu. Mais ça n'enlève pas que l'IA puisse être remarquablement efficace et utile. Regardez, alors je ne sais pas s'il y a de l'IA dans les liens Zoom, mais en gros, qu'on puisse tenir une réunion à distance maintenant comme ça, c'est une merveille. Donc il y a bien des choses dont il faut repérer qu'elles sont des miracles, au sens technique d'ailleurs de miracle, hein. On fait faire à la nature des choses qu'elle n'aurait jamais fait spontanément. Donc ça c'est parfait. Mais donc bien sûr l'IA peut nous aider, mais tout l'enjeu c'est comment nous nous y rapportons. Et quand Alain Simon parle d'amnésie, ça parle beaucoup plus des humains que des technologies. Les technologies elles-mêmes n'y sont pour rien en quelque sorte. Sont neutres. C'est nos attentes. Pardon, je vais un peu vite, mais parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions hyper importantes que vous aviez d'ailleurs envisagées, auxquelles ce serait intéressant Mais de... je reviens sur la question qu'a posée Guillaume. La réponse est évidemment oui. Ça permet d'avoir une culture, ça permet d'avoir des informations, ça permet de se renseigner, bien sûr, et c'est important. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de la réflexion. On peut avoir des gens hyper cultivés et qui sont de parfaits abrutis. Je crains d'être d'accord. Malheureusement, c'est un fait. On ne va pas commencer à donner des noms. Parce que, non, 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 non. Et ça ne veut pas dire qu'il faille manquer savoir. de culture pour être intelligent. C'est pas la question. C'est pas Non, mais la contraposée n'est pas vraie. C'est ça qui me gêne un peu dans cette tendance actuelle, c'est de laisser croire que l'accumulation des connaissances est une forme d'intelligence. Non. La BNF et les rayons immenses dont elle dispose, la BNF n'est pas intelligente. Mais effectivement, ce qui est super intéressant de voir, c'est que on se pose toutes ces questions-là et que finalement l'intelligence artificielle et tout la révolution, on va dire, du numérique et du triptyque de à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, on a n'importe quelle information. Alors attention avec la qualité de l'information, mais c'est vrai qu'on a réussi quelque part à concentrer à un endroit l'ensemble de la connaissance humaine et comme on n'a pas beaucoup fait de filtres, on a aussi quelque part, pas forcément que ce qui est très positif de la connaissance générale humaine. Et ce qui est important à avoir en tête, par contre, très important à avoir en tête, c'est que comme on a rendu politiquement correct ces modèles, on les a mécaniquement biaisés. Et donc, la restitution des informations et de la vérité de ces modèles sont issus d'une supervision humaine conduite par des guides qui inscrivent ce qui est politiquement, entre guillemets, je prends l'expression et pas dans la sémantique, mais politiquement correct, ce qui ne l'est pas. Et donc, on a réussi à concentrer finalement, c'est Wikipédia puissance X avec normalement la vérité. Et donc, tout le savoir-faire humain, où on peut poser des questions à cet oracle. J'aime vraiment bien finalement la comparaison. Et pour autant, attention, parce que, et on l'a vu là avec les nouveaux modèles chinois, les DeepSeek, etc., avec un biais culturel, un biais encore une fois, d'instruction, puisque cette étape d'instruction limite et contraint le modèle vis-à-vis de ce qu'il doit dire pour qu'il puisse être malheureusement, supprimer tout ce qui est violent, supprimer tout ce qui est hors de propos, entre guillemets. Et ça, c'est hyper important à avoir en tête,
Encore une fois, je me répète, mais cette introduction consciente, mais pas connue la plupart du temps, du biais de celui qui l'a entraîné. Ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. Du coup, j'ai une question un peu pour revenir sur cette importance de l'esprit critique qui reste quand même humain. Mais en fait, sur l'utilisation plus des deepfakes aujourd'hui qu'on a vu enfin, majoritairement avec Trump, qu'on voit. Et c'est là où la réflexion, l'esprit critique, enfin, on voit, c'est difficile à mettre en... C'est difficile de l'appliquer puisqu'on n'arrive pas à voir ce qui est vrai du faux, on a du mal à se renseigner. Est-ce que vous pensez, enfin, à quel point en fait, ça peut affecter la démocratie et comment est-ce qu'on peut gérer euh, ce type d'utilisation sans aller contre la liberté d'expression, je dirais. Je sais pas si- Alors, bah, je peux juste te donner mon point de vue là-dessus. En fait, malheureusement, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, le deepfake, c'est un usage sur une technologie, et j'aime bien le terme neutre. Une technologie, elle est neutre. En fait, au départ, effectivement, en faire un deepfake, c'est une action consciente pour détourner, alors de manière, ça dépend des fins, hein. Il peut y avoir des deepfakes qui sont à des fins qui peuvent quand même être utiles, ou à des fins humoristiques, ou à des fins qui sont carrément malveillantes. Et je prends toujours l'exemple moi je prends toujours l'exemple de la hache. C'est assez vieux, voilà. Et donc quand l'homme a créé la hache, il a coupé du bois pour faire sa cabane, chauffer sa famille, et puis bah, il a pu aussi la mettre dans le crâne du voisin. La hache n'a malheureusement pas elle est neutre au départ. Et donc le deepfake, c'est un état de fait d'un usage malveillant qui a une puissance en termes d'impact qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait avoir comme technologie auparavant. Et c'est là le problème. Parce que en démocratisant, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est autour de la table et pourquoi on parle? Il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, quand je faisais des sessions sur l'IA, il y avait quand même beaucoup de monde qui se posait des questions parce que l'IA générative existait, mais était encore dans dans un microcosme, on va dire, très académique, de gens extrêmement pointus qui s'intéressaient au sujet, etc. Le 30 novembre 2022, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'hyper-démocratisation, l'ouverture à n'importe qui, de n'importe quoi, pour en faire n'importe quoi, voilà, de ces technologies-là. Et quand on met bah, finalement la possibilité de la bombe nucléaire, j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, hein, on a fait des centrales, on a fait des bombes, voilà, le nucléaire n'y a pour rien en soi. Euh, et c'est donc, encore une fois, je me répète, mais cette mise à disposition d'une technologie à tout le monde qui pose le problème, puisque mécaniquement, on va en avoir une utilisation malveillante par une population qui a pour objectif la fragilité au fin du fin, la fragilisation de la démocratie. Ça, pour le coup, Oui. c'est pas le problème. J'inscris ces deepfakes dans la tradition balbutiante des rumeurs, puis de la propagande. C'est une sophistication de ce que nous avons toujours connu. Mais si c'est efficace en ce moment, c'est parce que, on le voit dans les résultats des élections, sur le hit parade des préoccupations des électeurs, il y a d'innombrables inquiétudes, soucis. Mais la défense de la démocratie n'y participe pas. Les résultats des élections américaines montrent que, indépendamment du fait qu'un des partis s'appelait démocrate, mais la démocratie n'est pas une valeur pour laquelle les gens sont prêts à se battre. La sécurité, l'argent, tout ça, oui, ce que je respecte d'ailleurs. Mais ce qui met en péril la démocratie, c'est que ce n'est plus une valeur pour laquelle on est prêt à s'investir. En fait, tout à l'heure, Alain, tu as dit pourquoi je trouve très, très importante. Merci de la question pour le coup, Laura, parce que comme Alain le suggère, et après que Jean-Paul, tu es intervenu, c'est qu'on on a un enjeu qui n'a pas changé depuis l'avènement de l'humanité. Un très grand philosophe, Spinoza, dit le plus bas degré de la vérité, c'est la rumeur. Le plus bas degré. Il y a des choses qui circulent, on ne vérifie pas. Mais ça revient
à croire et comment dire, à satisfaire le fait qu'on croit que ce qu'on a envie de croire est vrai. On croit que ce qu'on a envie de croire est vrai. Et ça alimente les pires des bêtises. Et quand on est en train maintenant de constater que, comment dire, on a un enjeu qui est absolument identique à celui de toutes les périodes de l'humanité, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de pouvoir. La technique est là comme un outil avec une puissance malheureusement gigantesque, vu le nombre de personnes qu'elle peut concerner en très 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 peu de temps et qu'elle peut rendre dupes, et c'est manipulé. Mais quand Alain parle de questions économiques, de questions de travail, de sécurité, c'est parfaitement juste. D'autant plus qu'on est posé sur un sol qui s'appelle la démocratie et qu'on ne voit pas parce qu'on est posé dessus. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus capable de favoriser, de passer à la tyrannie, qu'on ne se rend pas compte que l'expression est rendue possible pour l'instant parce qu'on est encore en démocratie. Et quand Alain parlait d'amnésie, on peut ajouter qu'il y a une amnésie et un angle mort. On ne voit pas la base sur laquelle on se tient. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on sape le sol sur lequel on est posé. Il faut espérer profondément qu'il n'y ait pas de tremblement de terre aux États-Unis. Et pas seulement là-bas. Et pas seulement là-bas. Il en est de la démocratie menacée par l'IA, entre autres, pour résumer, comme de plein d'autres réalités historiques. Et c'est quelque chose de relativement pervers qui me vient en tête en réfléchissant à partir des propos de Jean-Paul et de Laurent. J'ai l'impression que ce sont les efforts qui avaient été faits par ceux qui avaient connu la démocratie menacée ou remise en cause, qui, à la longue, finissent par laisser croire qu'elle ne l'est plus. De même que ce sont les efforts menés par les gens qui avaient voulu empêcher que les guerres en Europe ne recommencent, qui ont été tellement couronnés de succès que de ce fait, plein de gens finissent par croire que les guerres sont devenues impossibles. C'est la même chose avec, par exemple, les grandes épidémies. C'est le succès de la vaccination qui finit par laisser croire que les épidémies sont plus possibles. 3 générations de gens qui n'ont pas connu la démocratie remise en cause croient qu'elle fait partie des acquis inébranlables. C'est ça qui est dangereux. Mais surtout, c'est très inconscient. Ça n'est pas. Mais bien sûr, c'est culturel. C'est un adossement, et ça, c'est là où il faut absolument donner ce que moi j'appelais éducation tout à l'heure. Donner les moyens de comprendre. La difficulté, c'est que. Comment faire passer ce message tant que les témoins de l'histoire étaient dans le casting, ils étaient crédibles. Nous avons été confrontés à eux. Nous nous sommes donc retrouvés avec une mémoire qui précédait notre naissance. Mais quand des gens comme nous parlons des périls de l'histoire, notamment de la démocratie, on nous répond, mais du haut de quelle expérience parlez-vous? Nous sommes dans l'incapacité de passer les témoignages des témoins. Dans les bons quartiers d'Europe occidentale, plus personne ne connaît la démocratie remise en question. Elle est considérée comme acquise. Et donc du fait, on a beaucoup de mal à se battre pour cette valeur-là, puisqu'on la considère comme acquise. Et ça la rend vulnérable. Exactement. Et est-ce que malheureusement, ce n'est pas en la perdant qu'on pourra de nouveau se battre pour elle? Jean-Paul, plutôt qu'on en vienne à dire il leur faudrait une bonne guerre. Non, mais je sais bien que tu n'as pas dit ça. Hein. Nous sommes 3 enseignants. Tu n'as pas dit ça. Mais suggestion pour tout le monde. L'apprentissage par l'échec est la pédagogie la plus onéreuse qui soit. C'est clair. Je ne me lèverais pas le matin si je considérais que seule la percussion du mur pourrait ouvrir les yeux. Heureusement, non. Non, la poésie aide infiniment. C'est-à-dire la grande littérature, la poésie, les chansons sont des mémoires qui éveillent l'émotion
et qui réouvre les yeux. Je fais une parenthèse à propos des traditions orales quasiment poétiques. Il y a une île dont je n'arrive pas à prononcer le nom en Indonésie qui a vu sa population sauvée du tsunami en 2004 à 3 personnes près. Pourquoi? Ils avaient un savoir oral transmis de génération en génération sur les signes d'un tsunami. Et quand ça a été repéré dans la population, et c'est comme de la poésie, une tradition orale, ça a tellement alerté que tout le monde est parti en haut des montagnes de l'île. Il y a eu 3 victimes accidentelles, pas plus. Eh bien, la vertu du chant, de la poésie, de la littérature, on est extrêmement loin de tout caractère artificiel de l'intelligence. C'est extrêmement puissant pour nous aider à reprendre conscience de nos situations. Et ça, je crois depuis toujours. J'aime beaucoup ce que tu proposes, la poésie qui est un jeu sur les mots et sur la polysémie dont ils sont capables et sur la capacité qui est la nôtre d'avoir chacun leur interprétation. Tout à fait. Et je propose de l'appliquer en lançant à une intelligence artificielle la question qui est un jeu sur les mots, vous allez voir, celle suivante. Que penses-tu, IA, de Vladimir Poutine? J'entends dire qu'il faut pacifier, qu'il faut désarmer. Comment va réagir l'IA à ce jeu sur les mots? Il faut pacifier, il faut désarmer. Il faut pacifier, il faut désarmer. C'est ce jeu sur les mots qui est, pour les poètes et pour d'autres encore qui n'ont pas leur talent, le terrain de l'intelligence et de la polysémie. Les mots, c'est ce qui sert à se comprendre et à se mentir. L'IA les maîtrise magnifiquement. Messieurs, je me permets de vous interrompre suite à ces échanges hyper intéressants et très enrichissants. Nous avons 2 questions en fait. Je me permets de relayer la première Ah, c'est bien. par Abdelmounhaim, qui était, alors peut-être pour Jean-Paul en premier et ensuite les autres sont invités à répondre également. Si les étudiants d'aujourd'hui délèguent autant à l'IA, n'y a-t-il pas un risque de choc pour les entreprises demain lorsque ces expertises ne seront plus sur le marché? Alors, c'est le sujet justement de qu'est-ce qu'on doit, en ayant face à nous, et c'est inévitable, ce type de technologie, qu'est-ce qu'on doit, comment on doit, je n'ai pas de réponse, hein, adapter le processus éducatif dans son ensemble. Il est certain que je pense que ça serait probablement très important et intéressant avec tout ce qu'on s'est dit, d'en résumer, d'aller non seulement, oui, continuer à apprendre les fondamentaux et continuer à apprendre des choses dont on n'a plus besoin si on regarde de manière basique le fait qu'on a des outils qui nous permettent de le faire, et pour autant, pour pouvoir, encore une fois, absorber, challenger, comprendre ce que ces outils-là vont nous donner, il faut quand même maîtriser tous ces fondamentaux-là. Donc, il va falloir continuer à les apprendre. Et puis, tout le sujet autour du critique, de l'histoire, de la compréhension et de l'intelligence. Et là-dessus, qu'il va falloir probablement peut-être pivoter légèrement et s'il faut faire des pivots par rapport à de la connaissance, et c'est déjà le cas. Je pense qu'on a, sur les peut-être 100 dernières années, fait un gros pivot depuis des connaissances très académiques. Je me souviens, mon grand-père qui connaissait l'ensemble des préfectures et des sous-préfectures par cœur de la métropole, etc. etc. Ça, effectivement, on n'a pas attendu maintenant de ne plus d'avoir des savoirs qui sont peut-être un peu moins de mémoire pour aller dans le sens de la réflexion et continuer et accélérer vers cette voie-là. En gardant ça, on aura de toute façon, le monde de l'entreprise est aussi en train d'être bouleversé par rapport à ce qu'on demande
on n'est plus dans la capacité, c'est quoi l'expertise? En fait, on me remet sur la table la définition de c'est quoi l'expertise. Bien Est-ce sûr. qu'on va chercher quelqu'un qui va être en capacité de savoir comment faire ou de comprendre et de prendre du recul par rapport à une situation pour se poser des bonnes questions? On revient sur le sujet de la question, de se poser des bonnes questions et d'utiliser à bon escient les outils qui lui sont maintenant disponibles, quoi. En entendant parler Jean-Paul, une idée me vient qui prolonge vos propos. Il est très probable qu'avec l'intelligence artificielle, des métiers vont être remis en question. Des métiers non experts ou pour lesquels un super perroquet peut s'y substituer de manière efficace. Mais à une échelle plus globale, ne risque-t-on pas d'assister à un phénomène social d'une espèce de mise à l'écart, chômage massif, paupérisation des classes moyennes ou crainte de la paupérisation de ceux qui redoutent de perdre leur emploi? Or, je rappelle que rien n'est plus dangereux pour la démocratie que lorsque les classes moyennes redoutent que leur avenir et leur emploi à venir soient moins bien que leur présent et celui de leurs enfants non plus. Et ça, c'est une vraie menace aussi, parce qu'on risque d'avoir à ce moment-là un chômage massif. L'intelligence artificielle va créer d'innombrables emplois aussi, mais on aura un stock de nouvelles chaussures et un stock de vieux pieds, avec un problème d'adaptabilité. Et moi, je redoute de voir monter des tas de populations mises à l'écart du marché du travail sans être capables de se réadapter avec les nouveaux emplois. Et ça, c'est une menace pour la démocratie aussi. Pour signaler l'éternité de ce problème, si je puis dire, donc le fait qu'on est confronté à une question vraiment humaine, Aristote dit, donc il y a 2500 ans, que le grand danger pour toute vie politique, c'est l'effondrement d'une classe moyenne. Avec l'extrémisation, il y aurait, comme Marx l'a très bien identifié, de plus en plus de gens miséreux, de moins en moins de gens richissimes, la disparition potentielle des classes moyennes, et comme vient de le dire Alain, ça c'est le terreau pour la tyrannie. Parce que quand on est dans une classe moyenne et qu'on veut protéger à juste titre la base sur laquelle on se tient, et si quelqu'un nous dit, mais vous inquiétez pas, moi je vais assurer la protection, on y va quoi qu'il en coûte. Donc on est dans une situation donc, potentiellement très, très, très délicate. Déborah, vous aviez dit qu'il y avait une deuxième Oui, tout à fait. Et j'en question. ai même d'autres depuis. Ah bah Alors, super. je peux faire un relais de ces questions, sauf si la personne qui a adressé la deuxième question, à savoir Tilila, souhaite prendre la parole. C'est au choix. Oui, oui, bien sûr, comme vous le souhaitez. Donc moi, ma question, c'était de revenir sur le sujet d'intelligence humaine. Donc on en a beaucoup parlé. Donc ma question, c'était qu'est-ce que l'intelligence humaine pour vous? Et je complète ma question par qu'est-ce qui rend l'externalisation de la mémoire, comme vous l'avez dit, moins grave que l'externalisation de l'intelligence humaine, déjà comme vous allez la définir. Et j'ai aussi ajouté que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est aussi dans mon scope au périmètre personnel, c'est plus un outil d'aide à la réflexion, euh, au moins pour moi. Et je pense que aujourd'hui, si on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment, on a externalisé la mémoire, ce qui a permis d'avoir ce sujet aujourd'hui. Voilà ma question pour résumer. C'est quoi l'intelligence humaine pour vous et qu'est-ce qui rend son externalisation moins grave que celle, Plus grave, plus grave. plus grave que celle de la mémoire? Merci Alain. Je peux me permettre très très vite une première Bien sûr, hypothèse de réponse? On Oui. peut pas bien sûr. on peut pas l'externaliser. Mhm. On croit on peut pas. Notre intelligence humaine commence par le vécu, y compris corporel, les émotions, et ce qu'on pourrait appeler la prise de conscience que nous allons mourir. Or, nos rêves sont infinis. Il y a un très beau film de Bergman
où un homme qui vient d'avoir un enfant le tient dans les bras et dit « ce petit être qui renferme l'infini ». Mais c'est ça, nous renfermons l'infini de nos attentes, mais nous allons mourir. Et ça crée une tension infinie entre nos rêves et notre réalité finie, et ça nous met en route vers la réflexion. Pourquoi? Parce que ça nous conduit automatiquement à la question de savoir, mais voyons voir, ma vie, je veux en faire quoi? Quelles sont mes priorités? Elle aura du sens si quoi? Et cette acuité de l'intelligence humaine, elle est spécifiquement adossée à cette conscience. Les machines n'ont pas de vie, pas de corps, pas d'émotion, on ne peut pas l'externaliser. Voilà, pour ma part, le point à partir de quoi je crois, on réfléchit de manière ajustée à la question. Je crains de ne pouvoir que paraphraser ce que Laurent vient de dire. Externaliser, sous-traiter la mémoire, c'est pas grave. Nous pouvons la retrouver. Par contre, c'est une illusion de croire que l'on peut externaliser ou sous-traiter l'intelligence. C'est-à-dire la question du sens. Une illusion absolue. Ce n'est donc pas de la sous-traitance, c'est du renoncement, c'est de l'abdication. Merci, c'est plus clair. Il y avait d'autres questions, Déborah, disiez-vous? Et merci, hein, cette question, elle est absolument essentielle pour le coup. Oui, ça permet de redire les mots de manière plus claire, peut-être. Peut-être. Oui, alors j'avais aussi une question de Muriel. Qui est... Muriel, est-ce que je te laisse la parole peut-être? Oui, oui, tu peux. Merci à tous. Merci Alain, merci Laurent et Jean-Paul. Moi, je suis Muriel Toiti, je suis partenaire chez OnePoint Éducation et Recherche. J'aimerais alors d'abord, merci pour vos propos absolument passionnants. C'est plus vers le citoyen, là, pour le coup, que j'aimerais diriger ma question. Et quels seraient, selon vous, les mécanismes qu'il faudrait instaurer pour garantir que justement l'IA et ces technologies respectent les droits fondamentaux des citoyens, accessoirement les engagent aussi, et atténuent ou évitent d'aggraver les inégalités sociales et économiques dans nos sociétés dites démocratiques. Et puis justement aussi, comment pourrait-on appliquer ces mêmes citoyens dans le développement et dans la régularisation des systèmes d'IA, afin de s'assurer finalement que ces technologies reflètent et servent leurs intérêts et leurs préoccupations, encore une fois, dans une démocratie. Très brièvement, pour laisser la parole ensuite à Jean-Paul et Alain, moi je dirais qu'il faut éduquer les concepteurs. Nous sommes les concepteurs de l'IA, et donc il faut éduquer ceux qui la fabriquent. Les obliger à réfléchir à cette question de sens. Je pense que si j'avais la réponse à la question de Muriel, je serais irresponsable de me contenter de bavarder avec vous, quel que soit le plaisir que j'ai. Il faudrait que, comme n'importe quel âne coiffé, je sois aussi candidat aux prochaines élections présidentielles. Je n'ai pas. Ce serait peut-être pas mal, cher Alain. Pardon. Moi, je dis ce serait elle est pour. Pas si mauvaise idée que ça. Mais non, mais sincèrement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il n'y a pas de solution. La démocratie est un combat permanent. Il faut entretenir les digues, faire flèche de tout bois, rappeler sa fragilité et rappeler qu'elle est fragile, d'autant plus que nous sommes vulnérables. Mais est-ce que je ne suis pas en train de proposer d'écoper le Titanic avec une petite cuillère? C'est pas impossible. Merci. Juste en rebond de ces deux réponses que je ne tenterai pas de paraphraser, c'est justement le sujet de la neutralité. Au final, vraiment aujourd'hui, l'IA en tant que telle, y a pas, moi je n'y vois pas de besoin pour que l'IA en tant que telle puisse respecter les droits fondamentaux des citoyens, etc., puisque c'est pas tellement elle le problème, c'est encore une fois l'usage qu'on va en faire. Pour autant, la transparence, je pense que c'est un truc qui est hyper important et qui aujourd'hui n'existe pas dans le monde de l'IA.
et notamment alors, la transparence sur les données qui ont été utilisées pour l'entraîner. De toute façon, c'est tellement grand que même si on avait de la transparence, on n'y comprendrait rien et on ne pourrait pas la lire. Et je pense que j'en reviens à mes histoires. Vous allez dire que je suis très focus sur l'acte d'instruction, mais il est fondamental quand on sait comment ça marche. Et là, il n'y a aucune transparence sur les règles et la manière dont les armadas d'humains qui cliquent toute la journée pour rendre ces IA utilisables, on ne sait pas quelles sont les règles qui leur ont été imposées, demandées et payées par les grands du numérique. On ne sait pas comment. Alors, on se doute bien, effectivement, qu'il y a certaines, en fonction de certaines zones politiques, géopolitiques sur la planète, il va y avoir voilà, le sujet. Et même, il y a, sur DeepSeek, hein, il y a déjà des datasets avec des questions embarrassantes qui ont été émises sur Taïwan, sur etc., sur la place Tiananmen, on a déjà vu ça. Voilà, je pense que là, pour pouvoir garantir un petit peu plus de respect au sens large, ça serait d'avoir les clés de compréhension de comment ça a été fait, avec quoi ça a été fait, et donc cette transparence qui n'existe aujourd'hui, qui n'existe pas. Alors, moi, je partage complètement, Jean-Paul. Je ne résiste pas à donner un exemple hyper rapide. J'étais en formation il y a à peu près 10 ans. J'avais des participants qui étaient d'une boîte qui fournissait Airbus avec des algorithmes pour le pilotage automatique des avions. À un moment donné, un des ingénieurs me dit, de toute façon, il y a un jour où il n'y aura plus de pilotes humains dans les avions. Je réponds exprès, mais aussi naïvement, ah ben dans ce cas-là, je ne monte pas dans l'avion. La réponse, elle est très révélatrice de relations de pouvoir. Le mec me répond, plein de bonne conscience hein, et de gentillesse, mais vous ne le saurez pas. Ça veut dire que dans la culture de fabrication de l'IA, si on n'éduque pas les gens à se dire, vous n'êtes pas les maîtres du monde, vous ne savez pas à la place des autres quel est leur bien, vous ne pouvez pas présupposer que tous les humains pilotes sont nécessairement plus imbéciles que vos IA, vous ne pouvez pas présupposer que les passagers sont nécessairement des gens vulnérables et idiots, et vous n'allez donc pas déduire que vous allez leur mentir. On est au cœur de la question politique de pouvoir posée par les technologies. Même si ce n'est pas bienveillance pour l'ingénieur. Je souhaite te rassurer, Laurent. D'après mes informations, à l'avenir, les avions seront pilotés par un pilote et un chien. Et la fonction du chien sera d'empêcher le pilote de toucher à quoi que ce soit. Mais on dira que le chien est une intelligence artificielle. Il a été tenté de mettre un robot à côté d'un commandant de bord humain et ça ne marche pas du tout. Mais ce que j'avais en vue, j'aime beaucoup la boutade, mais le présupposé sous-jacent, c'est qu'il y a possibilité, puisqu'on sait quel est leur bien pour les autres, puisqu'on sait estimer leurs compétences ou leurs incompétences, il y a une forme de pouvoir. Et en philosophie politique, ça s'appelle de la tyrannie. Et ça, c'est très problématique. Ce que j'appelais éducation, c'est de sortir les concepteurs des algorithmes de cette logique. Et alors, pas seulement, ça va beaucoup plus loin. On a évoqué le contexte économique et politique mondial et géopolitique contemporain, c'est évidemment encore plus problématique. Enfin, on a fait en fait à peine un balbutiement d'introduction, non? Déborah, d'autres questions? Guillaume a posé également une question, même une réflexion dans le chat. Est-ce que tu peux t'exprimer à haute voix, si la connexion est suffisamment Oui, bonne? ça marche. Merci Déborah. Effectivement, merci beaucoup pour vos échanges, c'est très intéressant. Effectivement, j'ai beaucoup aimé la partie, enfin, la réflexion sur l'intelligence et l'éducation et finalement voir aussi l'IA comme une nouvelle forme de rhétorique plus impactante en fait en réalité. Ça me faisait beaucoup penser à la 7e fonction du langage de Laurent Binet, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui était sur Barthes ayant découvert comment le langage peut. Enfin voilà, je ne dis rien de plus, mais voilà, c'était assez intéressant. Il est remarquable ce roman. Oui, très chouette avec. Enfin, donc,
Voilà, donc je pensais à ça, mais en fait, finalement, c'était très centré sur l'usage que nous avons, nous, en tant que citoyens. La question tout à l'heure de Tilia et aussi la question de Muriel amenait vers vraiment le rôle du citoyen, mais je pensais aussi au rôle des institutions, puisque Laurent avait commencé par Platon et Montesquieu. Euh, En fait, vous parlez beaucoup de démocratie, mais en réalité, on n'a jamais vécu dans une démocratie absolue. Elle a toujours été tempérée. Voilà, il y a la question de majorité et de minorité, mais finalement, le rôle de la République est importante. Et aujourd'hui, on voit différents systèmes. Jean-Paul en a parlé, différents systèmes dans différents pays, continents. Mais comment pour repenser le rôle de la République et des institutions dans un contexte où la rhétorique devient voilà, ultra importante et ultra impactante. Et il y a une efficacité aussi. Est-ce que l'efficacité... Parce que je dis ça parce qu'il y a aussi le rôle de... Et je m'arrête là-dessus, parce que désolé, je pose plusieurs questions en même temps, mais parce qu'on a beaucoup parlé des dangers de la démocratie, mais il y a eu des questions aussi, des réflexions tout à l'heure sur les bénéfices. Parce qu'effectivement, la République ne tiendra que si elle est efficace et l'IA peut être aussi un de ces outils d'efficacité, comme la bureaucratie, la technocratie l'ont été, mais en même temps portant en elles-mêmes leurs propres limitations. Donc voilà, je m'arrête là, mais merci beaucoup en tout cas pour vos réflexions. Je suis assez d'accord sur le fait que l'IA peut aussi avoir une contribution positive, notamment par exemple en organisant des scrutins sur des questions essentielles ou secondaires de manière très facile, sans avoir à mettre en œuvre la lourde machinerie habituelle de l'expression démocratique. À la limite, on pourrait, grâce à l'IA, réinventer à grande échelle le principe des votations de la Confédération helvétique, qui ne marche qu'en tout petit comité, bien sûr. Mais on pourrait très bien imaginer un retour des votations à l'échelle des pays. Tout à fait. En sachant que les campagnes électorales seront aussi manipulées par l'IA, mais c'est dual, l'IA. Je trouve capitale la proposition d'Alain. Une des limites de la démocratie contemporaine tient à la quantité. Aristote dit, on ne peut pas gouverner une cité plus grande que 10 000 habitants parce qu'on ne s'est pas rencontré. Mais on peut dire que la télévision, d'abord, à sa manière, pour le meilleur et pour le pire et pour le meilleur, mais l'IA maintenant, permettent des traitements de données de telle façon que tout peut se passer comme si on n'était que 10 000. C'est-à-dire qu'il est à réfléchir qu'est-ce qu'on peut utiliser de remarquablement efficace potentiellement dans les technologies contemporaines pour ressembler à des mondes qui font du sens. Et là, je rejoins totalement Alain. Moi, je précise bien, j'ai rien du tout contre l'IA, ni pour. Mais à ce moment-là, l'IA permettrait de collecter des opinions de manière quasiment instantanée, mais il ne faut pas oublier de rappeler que la démocratie, ça ne consiste pas à exprimer des opinions, mais à désigner des dirigeants. C'est tout à fait différent. Et ça, je ne vois pas que l'IA ait à s'en emparer de ça. Consulter, oui. Désigner les dirigeants, non. Donc, juste pour rebondir, la proposition du thème, mais elle est excellente. Donc, on reste dans un système de démocratie représentative avec... enfin voilà, est-ce qu'il faudrait... On ne change pas le système, on reste sur l'IA, sur la question du vote, mais la question républicaine, la question de l'organisation de la vie en société n'est pas forcément quelque chose voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a l'organisation obtenir les questions des citoyens, mais il y a aussi, en fait, enfin, il y a eu différents modes de représentation de représentativité, le fait majoritaire versus d'autres questions. Et si je comprends bien votre question, votre réponse, et c'est intéressant effectivement, donc on va vers plus finalement de démocratie proportionnelle, finalement, de représentation proportionnelle, si on prend les débats de ces derniers mois en France, mais pas forcément vers de remise en... Enfin voilà, on s'éloigne du fait majoritaire pour quelque chose d'un peu plus... On oublie que le but des élections n'est pas d'exprimer une opinion. Ça, l'IA permettra de le faire. C'est de désigner des dirigeants.
C'est bien la raison pour laquelle on a vu dans de nombreux exemples, et même dans l'histoire de France, le scrutin proportionnel qui est le plus représentatif de la pluralité des opinions, déboucher sur une paralysie au niveau de l'exercice du pouvoir. Donc il faut bien distinguer l'expression d'une opinion et la désignation des responsables du pouvoir. Je crois que j'avais bien raison tout à l'heure en disant qu'on était à peine à l'esquisse de l'introduction du débat, Voilà. au bout de notre heure et demie, sur ce thème si important. On n'avait pas d'ambition qui allait très au-delà. Hein. C'est l'importance de la de question. sujet. C'est l'importance de la question de Guillaume et ce que tu y réponds qui me laisse penser que tout commence, quoi. Voilà. Ce que j'espère, c'est qu'on a donné assez de matière pour tout le monde creuser. Alors, je vois que l'heure effectivement tourne. Il nous restait 2 questions, mais j'ignore si vous avez le temps si vous avez quelques minutes supplémentaires ou si l'horaire est un petit peu restreint. Moi, les 5 minutes de mon côté, il faudrait, oui, ou 3, il faudrait qu'à 35, idéalement, j'ai véritablement arrêté, mais bon. Alors, peut-être une dernière question. Vu la place prise au niveau planétaire par ce que certains appellent des entreprises-États, devons-nous craindre que les États-nations soient déjà incapables de réagir? Oui, le craindre, oui. Mais le craindre ne veut pas dire le supposer. Oui, et effectivement, les États-nations ne vivent que dans un contexte où on les laisse vivre. Hein. Les choses sont malheureusement vis-à-vis des démocraties, si les fondations des démocraties qui ont vu émerger ces États, ces entreprises-États, on va dire, elles peuvent très bien revenir en arrière. Alors, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais alors, il est déjà pas très bon vis-à-vis de l'acte, vis-à-vis de la situation démocratique, mais quand Alibaba a pris un petit peu trop d'aisance, et pour autant, c'était d'une puissance incroyable, il a été rappelé à Alibaba et à ses dirigeants que il y a des limites à ne pas dépasser. Et on peut très bien basculer très, très, très vite, même avec une hégémonie incroyable. Et ce qu'on a vécu et vu à l'investiture de Donald Trump avec des géants de la tech qui se sont retrouvés derrière lui, alors même que quelques mois avant, ils étaient plutôt en opposition. Et ça va très, très vite. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que les entreprises-États, c'est quelque chose de très fragile aussi, quoi. Moi, je dirais volontiers que c'est à souhaiter que ça le soit. Oui. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec cette crainte, mais j'observe qu'on assiste aussi de temps en temps à une reprise du pouvoir par les États sur les entreprises. C'est ça. L'exemple d'Alibaba c'en est un. Je demande à voir ce qui va se passer aux États-Unis, mais ce qui me frappe, c'est que les deux plus gros protagonistes de l'affrontement autour de l'IA, je veux dire les États-Unis et la Chine, en ont fait une affaire d'État. Comme s'ils considéraient que la maîtrise était l'équivalent de remporter une guerre. Et c'est là peut-être que je reviens sur notre sujet de départ. J'ai remarqué historiquement que pour gagner les guerres, les démocraties mettent un mouchoir sur les principes démocratiques. Bien sûr, malheureusement, bien sûr. C'est aussi une autre menace. Tout à fait. Quant à l'Europe, dans ce contexte-là, elle renforce ce constat que Churchill avait fait, les démocraties préparent les guerres une fois qu'elles sont déclarées. Ouh là là. Est-ce que j'aimerais trouver quelque chose à ajouter qui nous sorte de ce que tu viens de dire, qui malheureusement s'impose? Déborah? Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ne pas retarder nos chers participants.
Mais un grand merci en tout cas. Je n'ai pas de mot de fin. Peut-être Laurent, si vous avez une dernière chose à souhaiter. En tout cas, moi, je remercie tout le monde chaleureusement d'avoir participé et d'avoir été présent. Le lien du replay, je l'enverrai également à tout le monde. Donc, vous pourrez voilà, faire circuler ou revoir si vous le souhaitez. Moi, j'aimerais dire que c'est un mot du début, c'est-à-dire que c'est vraiment une introduction à une réflexion essentielle, ce qu'on a tenté ce soir. Merci pour le coup, comme je t'avais proposé le compte de compte contact, Alain, merci beaucoup. Et Jean-Paul, merci Merci d'avoir été. de Voilà. votre confiance, de votre écoute et de votre disponibilité. Et ne baissez pas la garde. C'est ça. Exactement, voilà. Merci Déborah pour l'organisation et à tout le monde pour Merci. votre présence. Très bonne soirée. Bonne Et Jean-Paul, soirée. merci beaucoup. Merci à tout le monde. À À bientôt, très Déborah, bientôt, on se tient au courant des suites. bien évidemment. Ok, Merci Laurent, comme d'habitude. parfait. Ouais. Merci, Au revoir à tout le monde. bientôt, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.